Je m'appelle Simone Jacob. Je suis née le 13 juillet 1927 à Nice. Le 30 janvier 1933, Hitler accède au pouvoir. Le 15 septembre 1935, les lois de Nuremberg sont votées. La protection du sang interdit aux Juifs de se marier aux Allemands. Dès lors, les lois de répression anti-juives vont se multiplier jusqu'à atteindre une échelle européenne. La nuit de cristal, un pogrom contre les Juifs. Sur les territoires du Troisième Reich, plus de 200 synagogues sont détruites, une centaine de Juifs assassinés, des centaines d'autres sont grièvement blessés, et près de 30 000 sont déportés en camps de concentration. C'est un tournant dans la violence et la persécution des Juifs. L'annonce de la déclaration de guerre le 1er septembre 1939 demeure dans ma mémoire pour toujours. J'avais à peine 12 ans et je n'arrivais pas à me représenter tout ce que signifie une déclaration de guerre. Mais ces termes me terrifiaient. Nous avons été frappés de stupeur à l'annonce, dès octobre 1940, du premier statut des Juifs. Était juif quiconque possédait 3 grands-parents juifs. Cette date marque les prémices de la répression des Juifs en France. Cette répression qui s'est traduite partout en Europe par des fusillades, des massacres ou encore des déportations. Il avait été fait obligation aux Juifs de se déclarer à partir de 1941. Nous nous sommes pliés à cette formalité sans pouvoir imaginer, un seul moment, les conséquences que cela nous ferait subir. Le 9 septembre 1943, on rentra dans la tragédie. La Gestapo débarquait en force à Nice, ville où j'habitais. Nos papiers d'identité devaient désormais porter la lettre J, pour être identifiés en tant que juifs. Munis de fausses cartes d'identité, nous nous imaginions à l'abri. Mais je pensais désormais à toutes ces menaces qui pesaient sur nous. Juifs, au seul motif que nous étions ce peuple. Quelle folie! J'avais rendez-vous avec des amis pour fêter la fin des examens. Je m'y rendais avec un camarade lorsque soudain, 2 Allemands en civil nous arrêtèrent pour contrôle d'identité. Un rapide regard sur ma carte d'identité leur suffit. Elle est fausse. Les Allemands nous ont emmenés à l'hôtel Excelsior, leur quartier général. Le 7 avril 1944, nous avons donc voyagé pour atteindre Drancy, où convergeaient, nous l'avons appris par la suite, les convois de toute la France. Le camp d'internement de Drancy est situé au nord de Paris. Les premiers Juifs y sont internés en août 1941. À partir de 1942, il devient un point de départ des convois vers les camps d'extermination, dont Auschwitz. Le système concentrationnaire nazi est composé de près de 50 camps de concentration et d'extermination. L'ensemble de ces camps, par leur réseau de voies ferrées couvrant l'intégralité de l'Europe, fait du système concentrationnaire nazi une organisation de la mort et du travail forcé sans précédent. Comme Drancy, de nombreux camps de transit sont répartis en Europe. De ces camps partent des convois de détenus, juifs, tziganes ou encore opposants politiques. La destination des convois est souvent Auschwitz-Birkenau, ce camp étant centre du système concentrationnaire nazi et ayant fait plus d'1 million de morts. Le 13 avril 1944, nous avons été embarqués à 5 heures du matin pour une nouvelle étape de cette descente aux enfers qui semblait sans fin. À la gare de Bobigny, on nous a fait monter dans des wagons à bestiaux, formant un convoi aussitôt parti vers l'est. Nous étions effroyablement serrés, une 60aine d'hommes, de femmes, d'enfants, de personnes âgées. Tout le monde se poussait pour gagner un peu de place. Il fallait se relayer pour s'asseoir ou s'allonger un peu. Le voyage a duré 2 jours et demi, du 13 avril à l'aube au 15 avril 1944 au soir, à Auschwitz-Birkenau. C'est une des dates que je n'oublierai jamais. En février 1940, Himmler décide de créer Auschwitz, un camp de quarantaine destiné aux Polonais. Le 14 juin 1940, les premiers internés arrivent à Auschwitz. Auschwitz est un vaste complexe concentrationnaire. Son importance fait de lui le centre du système concentrationnaire nazi. Auschwitz I est le camp principal, ouvert en mai 1940. À l'entrée de ce camp se trouve le portail, avec l'inscription
Arbeit macht frei, le travail rend libre. Près de 70 000 personnes y périssent. Auschwitz III, Monowitz, est un camp de travail forcé. Il est créé en février 1941 pour le travail forcé dans l'usine de caoutchouc de la Buna, IG Farbe. Auschwitz II, Birkenau, est un camp d'extermination. Il est créé en septembre 1941 et a la capacité de 100 000 prisonniers. En 5 ans, plus d'1 million d'hommes et de femmes ont trouvé la mort à Birkenau, dont 900 000 immédiatement à la sortie des trains, soit emmenés dans les chambres à gaz, soit abattus de sang-froid. Le reste des prisonniers finissent par mourir de maladies, de malnutrition, de mauvais traitements, d'expériences médicales voire de gazage. Le convoi s'est immobilisé en pleine nuit. Avant même l'ouverture des portes, nous avons été assaillis par les cris des SS et les aboiements des chiens. Puis les projecteurs aveuglants, la rampe de débarquement, la scène avait un caractère irréel. On nous arrachait à l'horreur du voyage pour nous précipiter en plein cauchemar. Nous étions au terme du périple, le camp Auschwitz-Birkenau. À la descente du train, les SS criaient de nous mettre en rang. Derrière moi, j'entendis une voix demander quel âge j'avais. Je répondis 16 ans et demi. La voix me dit « Dis que tu as 18 ans ». Par la suite, en interrogeant des camarades aussi jeunes que moi, j'avais appris qu'elles aussi avaient sauvé leur peau parce qu'elles avaient suivi le même conseil murmuré à l'oreille. La file est arrivée devant les SS, qui opéraient la sélection avec la même rapidité. Certains disaient « Si vous êtes fatigué, si vous n'avez pas envie de marcher, montez dans les camions ». Nous avons marché avec les autres femmes, celles de la bonne file, jusqu'à un bâtiment éloigné en béton où nous attendaient les capots, des brutes, même si c'était des déportés comme nous, et pas des SS. Puis les capots nous ont fait lever et mettre en rang. Et nous sommes passés, l'une après l'autre, devant des déportés qui nous ont tatoués. Aussitôt m'est venue la pensée que ce qui arrivait était irréversible. Le tatouage du numéro 78 651 sur la peau de mon bras gauche. Il m'avait enlevé de chez moi, il m'avait arraché de mon père et de mon frère. Il m'avait ôté tous mes biens et maintenant, il s'appropriait mon corps. J'avais tout perdu jusqu'à ma propre existence. Le Canada est une section de 30 baraquements, où se trouvent les biens qui ont été confisqués aux prisonniers à leur arrivée. Ces biens sont ensuite renvoyés en Allemagne. Par contraste avec l'absolue misère qui régnait, le Canada constituait une sorte d'enclave magique au cœur du camp. D'abord parce qu'il en émanait une image de richesse et d'abondance, ensuite parce que le Canada alimentait toutes sortes de trafics. On se privait pendant 2 jours de pain pour payer la cuillère. Si quelqu'un avait besoin d'une paire de chaussures, il se privait de pain pour l'acheter à quelqu'un d'autre. Un peu partout, le chapartage était monnaie courante. Même si l'on gardait ses chaussures sur soi, il arrivait tout de même qu'on vous les vole pendant la nuit. Le camp comprend différentes sections. La section pour les hommes, la section pour les femmes et la section pour les tziganes. 300 baraques forment tout le camp. Les latrines servaient de toilettes. C'étaient des bancs rudimentaires, percés de 58 trous. Pas d'intimité, un lieu facilitant la contagion de toutes les maladies qui faisaient rage dans le camp. Elles étaient toutes étroites. Les latrines étaient cependant un lieu d'échange, où l'on pouvait discuter des dernières informations que l'on parvenait à obtenir, mais également un lieu de troc. Les déportés sont entassés dans les baraques selon les motifs de leur détention. Ils doivent dormir sur des lattes en bois qui servent de médiocres lits. Au printemps 1944, les autorités du camp avaient décidé de prolonger la rampe de débarquement des convois pour la rapprocher des chambres à gaz. La main-d'œuvre du camp principal étant insuffisante, les déportés en quarantaine, dont nous faisions partie, ont été requis pour cette prolongation, permettant ainsi d'accélérer l'acheminement des convois. À partir de début mai, les trains chargés de déportés hongrois se succédaient de jour comme de nuit, remplis d'hommes, de femmes, d'enfants, de vieillards. J'assistais à leur arrivée car je vivais dans un bloc très proche de la rampe. La plupart étaient directement envoyés à la chambre à gaz.
Et alors je me demandais comment une telle escalade de haine était-elle possible. Tous étaient conduits à la salle de déshabillage. Les SS leur ordonnaient d'enlever leurs vêtements. Ils disaient aux déportés qu'ils devaient se laver. Lorsque ces derniers étaient nus, les SS les conduisaient à la chambre à gaz. Ils leur disaient qu'ils devaient attendre que l'eau arrive. La plupart d'entre eux n'ont pas su ce qui leur arrivait. Le gaz était jeté dans le crématoire. Souvent, le gaz n'arrivait pas en temps voulu. Les victimes devaient alors attendre assez longtemps dans la chambre à gaz. Les SS entendaient alors les cris de très loin. Ces derniers répétaient souvent au Sonderkommando qu'ils ne laisseraient pas survivre un seul témoin. Puis, après avoir été gazés, les victimes étaient sorties des chambres à gaz et emmenées dans les fours crématoires pour détruire toute trace des corps. C'est ainsi que les nazis dissimulaient leurs crimes. Nous avons été toutes les trois, avec ma mère et ma sœur, transférées dans un commando moins dur que les autres, à Bobrek, où l'on travaillait pour Siemens. Nous sommes restés à Bobrek, à 4 ou 5 kilomètres de Birkenau, de juillet 1944 à janvier 1945. Soudain, l'avance des troupes soviétiques fit paniquer les autorités allemandes. Il faut dire que les bombardements aériens devenaient de plus en plus fréquents dans le secteur d'Auschwitz. Le 18 janvier 1945, le commando de Bobrek reçut l'ordre de départ. Nous sommes donc partis à pied pour l'usine Buna. Nous avons entamé cette mémorable longue marche de la mort. Ce fut un épisode particulièrement atroce. Ceux qui tombaient étaient aussitôt abattus. Le 18 janvier 1945, les troupes soviétiques ne sont plus qu'à quelques kilomètres du camp. Les détenus ont tous été réunis, entre 13 000 et 15 000 en tout. Ils ont quitté le camp, en rang par 5, encadrés par les SS et les capots. Le froid était incroyable. On donnait des températures comprises entre moins 25 et moins 30 degrés Celsius. Ils ont commencé à marcher. Au bout de quelques heures, les détenus n'en pouvaient déjà plus. Ils marchaient comme des fantômes, sortant les uns les autres, sans connaître la destination. Ces détenus sont contraints de marcher parce que les SS ne veulent pas laisser de traces de leurs crimes. Durant la marche de la mort, Simone Jacob ira à Gleiwitz. De là, elle sera parquée dans un train avec sa mère et sa sœur pour Mauthausen, puis Dora. Pendant 8 jours, elles n'avaient rien à manger, ni à boire. Elles ont ensuite été transférées à Bergen-Belsen, où elles arrivent le 30 janvier 1945. La mère de Simone Jacob y meurt d'un typhus en mars 1945. Début avril 1945, nous avons senti que le dénouement était proche. Bergen-Belsen a été libéré le 15 avril 1945. Nous étions libérés, mais pas encore libres. On nous a expliqué que nous allions rentrer par camion. Il a fallu 5 jours pour nous acheminer jusqu'au centre d'hébergement, situé à la frontière entre l'Allemagne et les Pays-Bas. Finalement, nous sommes rentrés en France. Nous avons rejoint Valenciennes, puis Paris. Le 23 mai, soit plus d'un mois après la libération du camp Bergen-Belsen, nous sommes enfin arrivés à l'hôtel Lutetia, où tous les anciens déportés étaient accueillis. Auschwitz, pour être le plus grand camp d'extermination de tous les temps, est considéré comme symbole des meurtres de masse perpétrés par les nazis, symbole du génocide au cours duquel 6 millions de juifs perdirent la vie, symbole de la Shoah. Aujourd'hui, quand on se rend sur le site d'Auschwitz-Birkenau, malgré le décor des baraques, des miradors et des barbelés, presque tout ce qui faisait Auschwitz a disparu. On ne voit pas ce qui a pu se dérouler en ces lieux. On ne peut pas l'imaginer. C'est que rien n'est à la mesure de l'extermination de ces millions d'êtres humains conduits là depuis tous les coins de l'Europe.